Donc, effectivement, c'est un petit clin d'œil à une émission télé dont je n'ai pas voulu copier le nom intégralement, des trains pas comme les autres. Donc là, on va vous parler de trains pas tout à fait comme les autres. En fait, la présentation va être en deux temps. Je vais vous parler de trains tout à fait classiques et puis après de voir l'usage qu'on a pu faire de trains dans un autre but que de fabriquer du logiciel, puisque c'est l'usage de la plupart des trains. Avant ça, donc, remerciements aux sponsors d'Agile en Seine et aussi aux partenaires. Alors, où est-ce que se situe l'histoire que je vais vous présenter? Eh bien, à Pôle emploi. Donc, je pense que c'est une entreprise qui est quand même largement connue, un organisme de 55 000 personnes qui a deux offres de services principales. Une offre de service pour les personnes et en particulier les demandeurs d'emploi, que ce soit pour les inscrire en tant que demandeurs d'emploi, pour les accompagner dans la recherche d'emploi, pour indemniser les ayants droit, et puis une offre de service pour les entreprises, que ce soit la collecte de recherche, la collecte d'offres d'emploi, pardon, et puis l'accompagnement au recrutement. Pôle emploi produit aussi des statistiques du marché du travail. Donc là, vous avez des chiffres un peu significatifs. Celui que j'aime bien évoquer, c'est les 37 milliards d'euros versés en 2019, ce qui montre un petit peu la volumétrie quand même de ce qu'on traite en matière au moins financière. Vous avez aussi des indicateurs de satisfaction, j'y reviendrai. Notez bien que ceux-là sont ceux de 2019, que j'aborderai ceux d'une période un peu plus ancienne tout à l'heure. Alors, comme l'a dit Coutaillère, effectivement, je me suis intéressé à Safe assez tôt, à partir de 2012, mais c'est à partir de fin 2014-2015 qu'on a vraiment entamé une impulsion vers Safe, avec peut-être de manière anecdotique, mais ça a joué son rôle, une présentation d'un outil par une société bien connue, dans lequel il y avait un câblage qui venait de se faire des objets Safe. Et effectivement, la présentation a été très intéressante. Mais quelque part, mon orientation vers Safe était déjà plus ancienne que ça. Et qu'est-ce qui m'est apparu, en fait, en regardant Safe, c'est que c'était le bon moyen, de mon point de vue, d'atteindre un certain nombre d'enjeux qui sont très classiques dans les DSI, qui évidemment sont des enjeux aussi de la DSI Pôle emploi, à savoir numériser de plus en plus tous nos processus, tenter de réduire le time to market, s'ajuster avec des démarches managériales d'agilité d'entreprise vers lesquelles s'orienter déjà Pôle emploi, avoir une part pour l'innovation et puis faire tout ça tout en garantissant une qualité de service au quotidien, enjeu qui est d'autant plus fort qu'on est là pour accompagner des populations qui sont plutôt clairement en difficulté puisqu'en recherche d'emploi. Alors, en 2015, on s'est bâti notre démarche en fait nous-mêmes de déploiement. Je rappelle que à cette époque-là, il y avait quand même très peu de monde à faire du SEL, donc on a déployé tout seul en fait cette méthode-là, et en jouant sur 5 axes, pas nécessairement comment dire séquentiels, mais plutôt parallélisés, à savoir faire connaître ce qu'est Safe, le démystifier par des vidéos, par des petites animations. Le maîtriser en interne, donc je n'ai pas dit l'effectif de la DSI Pôle emploi, c'est environ 1600 agents. Donc là, vous avez le nombre de certificats. Donc vous voyez qu'en moyenne, une personne sur 4 à la DSI Pôle emploi est certifiée Safe et une personne sur 4 est certifiée Scrum. Je vous passe d'autres certificats. On a aussi organisé quelques retours d'expérience de l'extérieur vers l'intérieur et on en fait encore après 50 Safe, parce qu'il y a des sociétés qui sont lancées après nous qui sont clairement meilleurs sur certains sujets. Donc, on n'a pas de honte à les inviter pour qu'ils nous présentent leur retour d'expérience. Beaucoup de retours d'expérience internes aussi. Et puis, effectivement, moi, j'en fais aussi vers l'extérieur. Alors après, le but, c'est évidemment de mettre en œuvre une méthode et pas pour la méthode, pour soutenir les enjeux que j'ai présentés juste à l'instant. Pour moi, la méthode en tant que telle n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle soutienne les enjeux de l'entreprise, qu'elle permette de les réaliser. Donc, on verra tout à l'heure quelques indicateurs de résultats. Et puis, tant qu'à faire, si on peut outiller la méthode, tant mieux, sachant qu'on utilise un outil qui n'est pas le plus connu du marché. Pour autant, il supporte Safe, même s'il n'est pas à la toute dernière version de Safe, en tout cas, dans ce qu'on a pu installer. Donc, OK, on s'est intéressé à Safe depuis 2015, mais surtout, on a décidé en fait de lancer un premier train en novembre 2015 sur le nouveau parcours du demandeur d'emploi
un programme stratégique de Pôle emploi, puisqu'il concernait la refonte, en fait, de l'inscription, de l'ouverture des droits à l'indemnité de chômage et du premier rendez-vous avec le conseiller, avec un conseiller Pôle emploi. Donc un processus stratégique de Pôle emploi qu'on a démarré en SAFE pour sa deuxième tranche, pour être le plus exact possible, à partir de novembre 2015. Mais en fait, ça a été l'étincelle pour un mouvement très rapide vers SAFE, puisque dès janvier 2016, on nous demandait de lancer un deuxième programme, puis courant 2016, un troisième programme, ce qui a amené le DSI, en septembre 2016, à considérer que SAFE était le framework de référence pour les programmes phares menés par la DSI. Et puis, entre 2016 et 2020, eh bien, la stratégie de déploiement de SAFE a fait son chemin, pas vraiment imposé en top-down, mais par adoption successive par les équipes du framework, jusqu'à arriver en septembre 2020 ou octobre 2020 à 9 trains logiciels qui représentent environ 70% du build de la DSI. Ça veut dire qu'il y a aussi des parties qui ne sont pas faites en SAFE, soit dans des choses qu'on pourrait apparenter à Spotify ou des frameworks internes, ou encore un petit peu de cycle en V. Mais l'essentiel du développement à la DSI Pôle emploi se fait en SAFE. En fait. Donc, en octobre, nous avons 9 trains logiciels, donc 9 trains comme les autres, comme ceux qu'on retrouve dans bon nombre de DSI maintenant, avec 7 trains qui sont fonctionnels et 2 trains qui sont purement techniques. Ce sont des trains d'infrastructure que je peux évoquer. Donc, infrastructure, c'est marqué, puis si vous cherchez plutôt sur le côté droit, en bas, vous verrez le nouvel environnement de travail, net. Et puis, par ailleurs, vous avez 7 trains fonctionnels qui couvrent les processus, parmi les processus majeurs de Pôle emploi. Donc, si vous êtes au chômage, vous allez passer par l'inscription, donc c'est tout en haut. Vous allez passer potentiellement par de la formation couverte par Pôle emploi, c'est en bas. Vous serez potentiellement indemnisé aussi si vous êtes ayant droit. Vous ferez de la recherche d'emploi, c'est couvert par CSRE. Vous aurez pu être l'objet d'une déclaration sociale nominative, ou bien vos données traitées par un data lake. Et bien, tous ces processus à Pôle emploi sont couverts par du SAFE. En fait. Alors, on pose assez régulièrement la question de l'efficacité de SAFE. Alors, souvent, c'est pour essayer de me susurrer que SAFE ne serait pas efficace. Donc, moi, j'ai 4 indicateurs que j'ai placés plutôt au plus haut niveau d'une entreprise pour essayer de montrer que, de mon point de vue, SAFE est efficace. Après, il pourra toujours y avoir un débat là-dessus. Donc, ils sont vraiment de 4 natures différentes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du train Nouveau parcours du demandeur d'emploi. Il s'avère que quand on a terminé ce programme-là, 2 ou 3 mois après, avait lieu une grande enquête sur les services de Pôle emploi, dont les services numériques, et dont en particulier l'inscription en ligne, qui était un des sujets cœur du nouveau parcours du demandeur d'emploi. Et l'enquête sur plus de 1000 personnes, si vous avez de bons yeux, vous pouvez le voir en haut à gauche, a donné 90% de satisfaction sur l'inscription en ligne. Donc là, on peut tenter de faire une corrélation entre mise en œuvre de SAFE et satisfaction client. Le deuxième aspect, alors c'est difficile à décrypter, c'est une étude benchmark qu'on a menée en 2018, et là on est plutôt sur la performance économique, qui nous a situé, donc ça se passe dans la partie en bas à gauche et plutôt dans la partie grisée, mais c'est difficile à décrypter. On a été situé quasiment dans le premier quartile, mais pas tout à fait, le premier quartile de notre panel. Donc en termes d'efficacité économique, on ne peut pas dire que la mise en œuvre d'un cadre d'agilité à l'échelle nous a pénalisés. Troisième élément, c'est plutôt le leadership. Donc, vous entendrez parfois des hommes politiques dire que d'autres sites sont plus consultés que Pôle emploi sur la recherche d'emploi. Alors, en tout cas, si on en croit les études diamétriques que j'ai pu récupérer jusqu'en octobre 2019, parce que j'en ai pas de plus récentes, eh bien, vous verrez que Pôle emploi est le premier site emploi de France et la partie demandeur d'emploi a été refondue en SAFE et est toujours maintenue en SAFE, en fait. Et puis une enquête interne, donc là on est plus sur la satisfaction des collaborateurs, avec des oui, des non, et entre les deux se cachent des ne sait pas répondre, qui montrent dans un écart de 1 à 7 une satisfaction, un apport de SAFE et un souhait de le conserver et de ne pas l'abandonner.
Voilà, donc là, je vous ai abordé tout ce qui est les trains comme les autres. Alors, comme je vais assez vite, je vois que je vais pouvoir ralentir un petit peu, parce que sinon, on va arriver très très vite aux questions-réponses. Donc, je vous ai parlé des trains comme les autres. Vous voyez qu'on a 9 trains, et bientôt un 10e d'ailleurs, que j'ai oublié d'évoquer, puisque en janvier 2021, on va lancer un train sur SAP, avec la mise en œuvre de SAP HANA. Donc, on aura encore un pan du SI qui sera réalisé en safe, un pan qui amènera vraiment une part totale significative, très significative de ce qui est fait en safe. Pour autant, on n'a pas terminé notre transformation. Je dirais que de toute façon, la transformation, ça ne se termine jamais. Je pense qu'il n'y a jamais d'aboutissement, la transformation, parce que le monde évolue et qu'on est obligé de constamment revoir notre façon de faire pour rester à l'état de l'art. Alors, on a 3, voire 4 inducteurs qui viennent conforter ça. La première chose, c'est au milieu, c'est un projet stratégique. Donc, tous les 3 à 4 ans environ, Pôle emploi signe avec l'État et l'UNEDIC une convention tripartite qui nous donne notre feuille de route pour 3 ans sur l'évolution de notre offre de service. Et évidemment, ça impacte beaucoup la DSI. Donc, on a besoin de se transformer déjà pour cette raison-là. Deuxièmement, sur le côté gauche, il y a toujours des gains d'efficience à faire et il y a toujours des améliorations possibles du mode de fonctionnement. Et ce sera un peu beaucoup l'objet de la suite de la présentation. Troisièmement, peuvent se présenter des opportunités de toute nature, alors technologiques, mais pas que, je dirais, hein, des opportunités voilà, qui peuvent arriver. Donc, bien sûr, en matière de technologie, c'est assez fréquent, des nouvelles possibilités, des champs du possible qui apparaissent. J'oserais pas dire que le Covid est une opportunité, mais forcément, c'est aussi quelque chose qui nous a amené à nous transformer, comme toutes les entreprises, et par exemple à accélérer l'usage de produits numériques ou bien l'usage du télétravail. Donc, on pourrait dire qu'il y a même une 4e source de transformation qui est plutôt subie, mais qui est aussi un inducteur de transformation. Alors, comment la transformation s'opère à la DSI Pôle emploi? De manière tout à fait comparable, je pense, avec les autres DSI. Donc, en haut de cet écran, on a des activités qui sont très standards dans une DSI. Donc, on fabrique du logiciel, on le déploie, on l'exploite en production, on assure une relation utilisateur sur ce code déployé. Voilà, donc on a des activités relativement standards d'une DSI. Et ces activités, elles doivent quelque part consommer du cadre, elles utilisent un cadre qu'on fournit, et ce cadre, en fait, il est divers et varié. Ça peut être des capacités technologiques, donc des enablers au sens de safe, hein, ce genre de choses. Ça peut être bien sûr des méthodes, de nouvelles méthodes, des ajustements de la méthode, ça peut être aussi de nouvelles versions de méthodes, comme 5.0 de safe à titre d'illustration. Ce sont des compétences et des connaissances qui viennent enrichir les capacités des équipes que j'ai citées. Ça peut être tout ce qui est cadre d'architecture, tout ce qui est budget, tout ce qui est espace de travail, qu'il soit physique ou digital. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est les 3 petits points, parce que je n'ai pas du tout été exhaustif de ce que c'est qu'un cadre. On verra des exemples peut-être plus concrets derrière. Enfin, la présentation va être très progressive pour voir d'autres éléments du cadre. Et puis, ce qu'on voit en bas, ce sont les vecteurs, les véhicules de transformation. C'est ceux qui fabriquent le cadre à disposition du plus grand nombre. Et ces éléments, ces véhicules qui fabriquent le cadre, aujourd'hui, 2 sont en safe. C'est-à-dire qu'on a choisi safe aussi pour faire notre transformation des cadres d'architecture et notre transformation des processus de la DSI. Et je vous expliquerai pourquoi le choix de safe, y compris sur ces sujets-là. Et c'est là que j'évoque des trains pas tout à fait comme les autres, parce que nous mettons en œuvre les principes de safe, PI planning, système démo, inspecter adapt. Ceci étant, effectivement, c'est pas du logiciel et certains principes de safe deviennent un petit peu moins applicables. Le built-in quality, par exemple, a quand même un peu moins de sens.
Voilà, donc nous utilisons les grands principes de SAFe, mais pas dans leur totalité sur ces trains-là. Voilà. Alors, je vais vous parler beaucoup du train que je tire avec quelques collègues, qui est le train de transformation de la DSI Imago. Ceci étant, j'ai souhaité mettre un slide sur le train de transformation de l'architecture. Voilà, par contre, s'il y a des questions dessus, je vais vite sécher parce que je ne suis pas le plus grand expert du sujet. Ce que je veux dire, c'est pour l'instant, les deux trains vivent en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes durées de sprint. Ils ont un décalage que d'une semaine en termes de PI planning et de programme incrément. Voilà, donc les deux sont synchronisés parce qu'il y a des adhérences quand même entre les deux, mais pour autant, je ne suis pas le plus expert du sujet. Alors, qu'est-ce que porte quand même ce train d'architecture? Tout ce qui est valorisation des données, donc on utilise beaucoup le big data, même l'intelligence artificielle maintenant à Pôle emploi. Tout ce qui est centré nouveaux usages, donc les pratiques du X sont plutôt portées par mon train, mais effectivement, par contre, tout ce qui est mobile first, ce genre de choses, est plutôt poussé par ce train-là, par le train Intesi. Tout ce qui est ouverture vers l'extérieur, appification, c'est pas facile à dire, du SI Pôle emploi. Bien sûr, un sujet tout à fait critique aujourd'hui, qui est la question de la sécurité. Donc évidemment, on investit sur la sécurité, en particulier sur le SOC à Pôle emploi. On souhaite aller plus loin sur l'open source. Pour l'instant, il y a pas mal de DSI qui sont plutôt en pointe sur l'open source. On aimerait les rejoindre. Et puis, tout ce qui est livré au bon moment, ce qui veut dire aussi déclinaison des principes pour rendre plus indépendantes les équipes, ou en tout cas le logiciel, un principe de DDD par exemple, porté par ce style de sujet. Et puis au milieu, quelque chose de très important, on souhaite aussi avoir un SI qui soit éthique, qui soit le plus respectueux de la planète, qui soit le moins consommateur possible en énergie, et donc tous les aspects de responsabilité sociale de l'entreprise sont au centre de ce train de transformation TESI 22. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt le porteur d'un autre train, qui est un train de transformation de la DSI, dans lequel sont embarqués 11 sujets. Donc il faut imaginer des tables qui représentent tout ou partie de ces sujets-là, enfin ma phrase est mal tournée, qui représentent des parties de ces sujets-là. Donc, il y a le sujet communication, au sens de la communication institutionnelle au sein de la DSI Pôle emploi. Le sujet mesure, tout ce qui est indicateur et en particulier tableau de bord. Donc, je reviendrai avec des illustrations sur ces sujets-là. Le pilotage budgétaire, la gestion des compétences, la priorisation, au sens où mettons nos internes et nos externes, où souhaitons externaliser. Le missionnement, il faut peut-être que j'explique un tout petit peu ce que c'est que l'organigramme de Pôle emploi et de la DSI Pôle emploi est quelque part statique, au sens qu'on ne le fait évoluer qu'environ tous les 2 ans, mais l'affectation des ressources aux branches de cet organigramme, aux feuilles de cet organigramme, est dynamique. C'est-à-dire qu'on répartit de manière dynamique les ressources en fonction des besoins, et c'est ce qu'on appelle le missionnement. Donc, on a besoin d'un tuning de ce missionnement, d'une optimisation régulière de ce missionnement, et ça fait partie des sujets du train de transformation. Autre sujet, c'est tout ce qui est mode produit, la gestion des ressources humaines. Alors, évidemment, ça a de l'adhérence à des compétences au missionnement. Et puis, tout ce qui est espace de travail au sens pratique au sein des locaux ou bien en télétravail, outils collaboratifs, événements de facilitation, ce genre de choses. Donc, plutôt sur l'aspect interne aux espaces de travail et sur l'aspect plutôt externe, donc plutôt les murs, les implantations, les locaux. On a un autre thème qui s'appelle Site de demain. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé d'un dispositif qui s'installait à Pôle emploi d'évolution managériale, mais au niveau de l'entreprise, et qui vient un peu irriguer tous ces thèmes-là, c'est la performance par la confiance. Donc voici tous les thèmes en fait qu'on embarque sur le train qui me concernent. En fait.
Alors, en quoi les principes d'un train peuvent aider à la transformation? Donc, pourquoi faire du SAFe sur la transformation, que ce soit transformation du SI ou transformation de la DSI? Alors, déjà, parce que SAFe, en proposant un train, propose une organisation non hiérarchique. Et pour moi, en tant que porteur d'un train, c'est très pratique. Il faut savoir que je n'ai l'autorité hiérarchique sur le train Imago que sur environ un tiers à un quart des ressources. Donc, SAFe m'apporte un canevas qui permet d'associer des gens dans un but commun sans avoir l'autorité hiérarchique sur ces personnes. La deuxième chose, c'est que si vous voyez les thématiques qui étaient présentées, ça associe plutôt des fonctions support à des équipes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler par itération et par cadence, style un programme incrément. Donc, ça permet d'apporter à ces équipes un cadencement et d'obliger quelque part à avoir des livrables à chaque programme incrément plutôt qu'une grande barre d'activités qui flotte dans le temps avec des engagements assez imprécis sur le fait de livrer quelque chose. Ça permet de segmenter l'activité et de quelque part, la versionner en se disant, dans ce programme incrément, je vais faire une V1 que j'améliorerai dans le programme incrément suivant. La troisième chose qui est apportée par SAFe, c'est la prise de décision décentralisée. C'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions au niveau des équipes, leur laisser une grande liberté, j'allais dire une certaine, mais la réalité, c'est plutôt une grande liberté. Bon, c'est associé à la notion d'organisation non hiérarchique. Quatrième apport de SAFe, c'est tout ce qui est alignement au moyen du PI planning avec des interventions de business owner pour donner le sens à toutes les équipes et faire en sorte qu'il y ait de l'alignement au sens de la compréhension mutuelle, de la coopération entre des sujets aussi divers que construire un tableau de bord, gérer le budget ou bien installer un mode produit. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'autre aspect, c'est toujours dans le PI planning et aussi à travers l'AirTising, pouvoir donner une vision sur la transformation. Donc faire en sorte que les équipes qui n'ont pas du tout l'habitude de coopérer ensemble coopèrent et comprennent que ce soit dans un objectif commun qui a de l'intérêt pour l'entreprise. Autre apport de SAFe, c'est bien sûr la synchronisation. Bon, ceux qui connaissent SAFe savent qu'il y a un tableau des dépendances qu'on utilise évidemment nous aussi pendant nos PI planning et qui nous permet de synchroniser des équipes et je dirais même parfois de créer du lien justement dans des équipes qui auraient travaillé totalement en silo sinon. C'est aussi sont les équipes qui s'engagent, donc ça c'est un point qui me semble très important. Bon, là vous voyez des photos qui illustrent ces quatre principes, donc je vais pas, pour aller plus vite, je ne vais pas les citer, mais vous voyez un train et puis comment on synchronise, etc. Donc on a 2 trains qui sont ajoutés à nos 9 trains, et donc aujourd'hui on a 11 trains dans le paysage, puis vous voyez que ces trains qui sont ajoutés sur le côté droit, ils ne sont pas mineurs, puisque on embarque sur le train Imago de transformation de la DSI environ 70 personnes. Puis là, je n'ai pas revu les chiffres, mais sur le train d'architecture, on embarque une cinquantaine de personnes. Sachant que sur Imago, on a démarré maintenant il y a 1 an. Donc, on en est à notre 5e programme incrément. Lors du premier programme incrément, on a produit environ 40 features. Alors, sur les thèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, qu'on appelle les pétales, mais je ne sais pas trop pourquoi, parce que le dessin fait plutôt référence à des feuilles d'un arbre, il faut bien voir qu'il y a certains sujets qu'on a beaucoup mieux couverts que d'autres. Donc, je ne vais pas non plus vous cacher la réalité. Il y a des sujets sur lesquels on avance très très bien, puis il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de porteurs et il n'y a pas beaucoup de production. Mais je vais essayer de vous illustrer des productions et puis laisser 10 minutes de questions-réponses. Vous montrer des productions du train, sachant que si vous vous rappelez, 40 features dans un programme incrément et qu'on en est à notre 5e programme incrément, on a produit beaucoup de features. Donc, je vais vous montrer évidemment les plus significatives. Alors, un tableau de bord de la DSI, ça fait longtemps qu'on a des tableaux de bord, mais parfois ce tableau de bord meurt un peu avec un changement de DSI. Et donc là, le tableau de bord de la DSI a été refait dans le train Imago. La force en fait de ce tableau de bord, c'est que tous les mois, dans le comité de direction de la DSI, les indicateurs sont présentés par des directeurs. Donc il a été non seulement produit dans Imago, mais en termes de résultats, il est porté par la direction.
Autre sujet, je vous ai parlé tout à l'heure du time to market. Ceci étant, on avait un peu de mal à le mesurer jusqu'à présent et donc on a travaillé sur un sujet qui est la mesure du temps de traversée des features, donc le time to market des features. Et on est en passe de faire insérer cette mesure dans le tableau de bord que je viens de citer juste à l'instant. Donc on s'est attaqué vraiment à la mesure du time to market pour pas que ce soit une simple incantation, mais qu'on puisse effectivement voir quelle était notre réactivité en termes de temps de traversée. Autre sujet du Trimago, la box UX. Donc, notre processus d'UX a été modélisé sous forme d'un tableau qui est aimanté, avec un Kvyat qui permet de mesurer un taux de couverture, et avec des activités qui sont sous forme de cartes aimantées, et qui permettent d'être collées sur des tableaux blancs aimantés, et de voir concrètement les activités qui sont à mener sur un projet ou sur un produit, pour augmenter sa maturité en termes d'expérience utilisateur. L'environnement de travail, tel que j'ai évoqué aussi, c'est vraiment qu'un des livrables du sujet environnement de travail. Mais il faut savoir qu'on a mené, par exemple, une thèse, en fait, une enquête qui vient enrichir une thèse sur l'environnement de travail et le lien avec la performance. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui ont été produits. Certains peuvent être un peu déconcertants et nous interroger d'ailleurs sur les meilleures mesures pour être le plus performant possible. Bon, ben là, vous avez juste un exemple, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus performant d'après les gens, qui a le plus d'impact sur leur performance? C'est tel qu'ils le perçoivent, c'est l'ergonomie du mobilier. Alors, vous allez me dire, ça n'a peut-être rien de spécialement révolutionnaire. Les couleurs arrivant assez tard. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que si vous lisez cette fois-ci la théorie sur la performance, ben vous saurez que les couleurs agissent pas mal sur la performance des gens. Mais voilà, donc il y a un questionnaire parmi plein qui était dans cette thèse et qui nous permet de nous interroger sur qu'est-ce qui peut aider à la performance et à la satisfaction des collaborateurs en matière d'espace de travail. Je vous ai dit aussi qu'on a des missions qui sont flexibles, c'est-à-dire qu'on a un organigramme qui est solide, mais une répartition des ressources qui est flexible, adossée à cet organigramme. Et on a produit un outil de gestion des missions et des compétences qui permet aux collaborateurs de s'auto-évaluer, de partager leurs compétences avec leur manager, mais aussi de voir quelles sont les missions qui correspondraient le mieux à leurs compétences, aux compétences qu'ils viennent de saisir. Donc, quelque chose qui permet de faire de la recommandation alors peut-être pas de mission, c'est peut-être à l'inverse, vous m'excuserez si je me trompe, peut-être de la recommandation de profil par rapport à une mission. Je ne suis pas sûr que ça fasse encore l'inverse, la recommandation de mission par rapport à un profil. Et puis, qui produit ou qui va produire des indicateurs de pilotage pour justement piloter cette notion de compétence qui est quand même stratégique pour une DSI. Autre livrable, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons été touchés, comme tout le monde, par le Covid, ce qu'il a fallu mettre en œuvre aussi, au-delà d'un télétravail plus intensif que ce qu'on avait planifié et la mise à disposition de portables pour tout le monde. Ça a été aussi travaillé, par exemple, sur les formations distancielles et on a profité de Trimago pour porter 52 modules de formation en classe virtuelle. Un autre exemple, j'ai ratissé large, j'aurais pu mettre encore dans d'autres thématiques, j'ai fait ce support peut-être un peu vite aussi, un outil de test utilisateur qui est TestAPI, voilà un outil qui a été choisi dans le cadre du Trimago, donc qui a été mis en œuvre lors des programmes incréments du Trimago de transformation. Je terminerai peut-être par la chose qui est la plus importante pour moi, c'est la notion de système démo. Donc je voulais vraiment faire quelque chose à travers ce train, qui étaient des systèmes démo ouverts à tous les collaborateurs de la DSI. Donc, on a des sprints de 2 semaines, on produit nos features donc, tous les 2 semaines. On ne peut pas présenter tous nos features parce que ça serait vraiment trop riche, trop complexe à monter. Donc, on choisit les features les plus emblématiques qu'on veut présenter à l'ensemble de la DSI, de préférence celles qui impliquent aussi plusieurs équipes pour vraiment des systèmes démo. Et on ouvre ces démos, en fait, à tous les collaborateurs de la DSI. Et vous voyez qu'on a un certain succès puisqu'on a 150 participants en moyenne. On peut de toute façon difficilement en avoir plus aujourd'hui avec nos moyens de visioconférence. Et puis, on a un ROTI qui s'approche de 4
voilà, en moyennant tous les systèmes démo. Donc vraiment quelque chose pour moi très important, c'est de montrer à tous les collaborateurs la transformation et puis pourquoi pas de susciter des vocations ou de faire le premier jet de déploiement de ce qui est produit à travers ces systèmes démo. Une question d'Anne-Françoise qui dit bonjour et qui te dit que tu as mentionné un train pour Oui. SAP. Donc, il y a deux questions en fait. C'est comment vois-tu l'agilité par rapport à la mise en œuvre d'un progiciel? Alors, je précise déjà que je suis pas du tout un spécialiste de SAP, donc je vais essayer de généraliser ma question, ou ma réponse plutôt. Ce qui est certain, c'est que en plus d'être un acteur à Pôle emploi dans la mise en œuvre de SAFE, j'anime, je m'en cache pas, un club SAFE que j'ai monté et qui me permet d'avoir des contacts avec différentes entreprises, de voir ce qui se déploie. Donc déjà, existe-t-il de l'agilité avec des progiciels? Ça, la réponse est clairement oui. Donc, il y a d'autres entreprises qui ont des trains SAP. Je me permettrai évidemment pas de les citer, mais il y en a quelques-unes. Et puis, il y a des trains avec le logiciel de PLM de la société Dassault. Ça, je sais qu'il est implanté dans différentes entreprises. Euh, je peine un peu là à me remémorer les autres cas, mais donc effectivement, il y a des progiciels qui sont traités en safe. Après, il est certain qu'il y a des progiciels qui ont leurs contraintes. Comme je dis, je suis pas un spécialiste de SAP, mais j'entends bien qu'il y a des contraintes qui sont liées, par exemple, au fait que je crois dans SAP, la phase de conception est vraiment primordiale et doit être traitée en tant que telle. Pour moi, SAFe, c'est un cadre qui s'ajuste et qu'on tord peut-être, mais qui peut être ajusté à des cas comme un progiciel. Alors, si par exemple la conception est vraiment très importante, c'est pas très joli, mais on peut imaginer d'avoir des sprints plutôt dédiés à la conception et des sprints plutôt dédiés au développement. Je dis pas que c'est beau, hein. Je dis juste que si c'est nécessaire, ça peut être adapté comme ça. Euh, voilà, donc ça peut être une des façons de s'adapter. Dit autrement, moi je pense pas que le progiciel empêche l'agilité. Je pense que c'est un cadre de contrainte qu'on doit traiter, mais qui n'est pas nécessairement un frein, et par contre qui sert parfois d'argument justement pour pas y aller. Donc il faut, à mon avis, ne pas le prendre cet argument. Il faut plutôt essayer de se poser la question, en premier, je veux faire de l'agilité pour telle et telle raison, et après, comment je m'adapte avec un progiciel. Merci. Alors, la deuxième partie de la question d'Anne-France, c'est comment définissez-vous un MVP pour permettre d'obtenir un feedback rapide? Est-ce que vous pouvez en faire avec du safe? Alors déjà, la notion de MVP est dans Safe. Ça très clairement au niveau du Kanban des pics. Hein, il y a très clairement cette question de MVP. En gros, est-ce que je dois y aller tel quel ou est-ce que je dois faire un MVP? Ça, c'est la question, la réponse méthodologique. Après, comment sur les trains fonctionnels ils font des MVP, je ne sais pas, mais très clairement, je sais qu'ils en font. Comment on va en faire sur le train de la transformation? Ça, c'est une question qui m'intéresse énormément. Parce que je vois aussi qu'on trimballe un peu des principes parfois qui restent prégnants de cycle en V, y compris sur mon train. C'est-à-dire, on veut lancer quelque chose, et puis, parce qu'on y croit, et puis on va jusqu'au bout. Moi, j'aurais envie de faire des MVP, même de transformation. Et je dis, pourquoi pas faire une startup, pourquoi pas faire des maquettes papier-crayon sur les idées qu'on a, aller voir des collaborateurs. Et je vais peut-être me lancer moi-même là-dedans, parce que j'aurais l'idée de faire une sorte d'école de la transformation, avec des capsules assez courtes sur les principes de Lean Startup et ce genre de choses. Et certains m'ont dit, ben Michel, si tu veux faire ce que tu dis, tu dois aussi t'appliquer à toi-même la méthode. Eh ben, je vais peut-être faire une maquette papier-crayon en disant, si vous aviez un message comme ça, avec une bannière qui vous propose toutes les semaines d'avoir une capsule de connaissances sur la transformation, est-ce que vous cliqueriez? Ou bien, comme c'est à 17 heures et que vous avez envie de partir, est-ce que vous le supprimerez? Voilà, donc je pense qu'on peut faire des MVP surtout en fait, et y compris sur des idées de transformation, si on change son mindset et qu'on est prêt à faire des choses brouillons, des choses, des petits dessins PowerPoint ou à la main, en disant à des gens, à ses collègues, est-ce que cette idée-là vous intéresserait ou pas? Alors, j'ai une question de Fabien qui te remercie pour ta présentation déjà. Est-ce que tu as une vision macro des value streams et des budgets?
Alors, ce qu'on embarque en fait pour l'instant dans le train Imago, c'est des sujets qui sont souvent, comment dire, épidermiques, de répartition des budgets par direction. Donc, c'est pas déployer les principes budgétaires de la value stream. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on est structuré aujourd'hui en budget alloué de value stream? La réponse est non. J'aimerais beaucoup qu'on aille vers ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me semble être l'agilité dans les finances. Mais très clairement, je ne vous le cacherai pas, on n'est pas structuré comme ça. Donc ça pourrait être un sujet du train Imago, mais c'est encore un peu tôt, voire très très tôt. Non, aujourd'hui, ce qu'on embarque dans les sujets de gestion budgétaire, c'est déjà voilà, répartir les enveloppes par direction, ce qui est un sujet de débat assez fréquent. Alors, une question de Pascal Potin. Alors, Pascal souhaiterait savoir comment sont choisis et priorisés les features du train Imago. Alors, déjà les features, il faut savoir qu'aujourd'hui elles sont rédigées par les équipes. Donc je me suis un peu baptisé product manager, mais c'est totalement factice parce qu'en fait pour l'instant je laisse les équipes les rédiger. Et puis je pense que ça va rester comme ça pendant pas mal de temps. Après, on a des business owners. Ce sont des adjoints de direction de la DSI Pôle emploi et c'est eux qui mettent la valeur sur pas tout à fait sur les features, sur une agrégation des features qui sont les objectifs de PI. Donc, on agrège, parce qu'on a beaucoup de features, environ 40 à 60, donc on les agrège dans des objectifs de PI qu'on a structurés à travers un modèle qui en fait du storytelling. En gros, pour résoudre tel problème, pour tel persona, je vais faire telle chose. Et on fait valoriser par les business owners. Et après, dans le principe, je ne dis pas qu'il n'est pas tordu parfois, mais dans le principe, ce sont quand même les objectifs de PI les plus prioritaires, et donc les features qui en découlent, qui vont être traités en premier. Après, il peut y avoir d'autres contraintes qui font que c'est pas quand même pas tout à fait ça. Mais donc voilà, c'est une priorisation par objectif de PI et par des adjoints de direction qu'on a considérés comme étant des business owners représentant les intérêts de la DSI Pôle emploi dans la transformation. Alors, une question d'Arnaud. Alors, il y en a plusieurs. Qui a validé le démarrage de l'Agile? Comment cette personne a-t-elle été convaincue par l'Agile? Et ensuite, quel a été le plus gros frein? Moins de documentation, plus de transparence, décentralisation, ou décision ou autre? Alors, au départ, personne n'a décidé tel quel de faire de l'agile. Donc, c'est vraiment pas une démarche top-down avec un DSI, voire plus haut, qui décide de passer à l'agilité. Enfin, déjà, pardon, je vais couper ma phrase. 2 stades sur l'agilité. Parce que l'agilité à Pôle emploi et dans ses ancêtres, on en fait depuis 2003 avec du RUP et depuis environ 2009 avec du Scrum. Donc, si on parle d'agilité tout court, là déjà, ça remonte à trop loin et je peux vous dire qu'il y a différentes personnes qui ont agi sur l'agilité, mais voilà, je n'ai plus mémoire de comment ça s'est passé. Si on parle d'agilité à l'échelle, c'est plutôt un deal. C'est au moment de ce que j'ai présenté en 2014, en fait, on s'est formé, on a lancé 2 sessions Leading Safe, on a formé 50 personnes et il y avait évidemment moi dedans, des gens de l'équipe méthode, des architectes et surtout des gens du train Nouveau Parcours du demandeur d'emploi, le premier qu'on a fait en Safe. Et en fait, on a plutôt fait un deal, c'est-à-dire qu'on est sorti convaincu de cette formation qu'il fallait mettre en œuvre Safe sur le nouveau parcours de demandeur d'emploi. Et après, ça fait boule de neige parce qu'en fait, ça a suscité l'adhésion qu'on voit dans l'enquête qu'on a menée. On n'a plus besoin de, comment dire, de pousser Safe. On a eu quelquefois besoin de convaincre des managers de programme de le faire en Safe, mais c'était vraiment en jouant sur cette dimension de conviction, en leur disant, ben voilà, tu as une main courante, c'est une méthode, on l'a déjà testé, elle est efficace, tu as le choix, soit tu fais toi-même dans ton coin, mais tu prends tes risques, soit tu fais du safe, est-ce que tu pourras copier ce qu'ont fait les autres, tu verras que ça marche. Donc c'est vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a décidé, c'est plutôt le collectif par le bas, par auto-conviction en regardant d'autres trains. Voilà, donc je ne sais pas comment on appelle ça, mais un phénomène de réseau, quoi, de viral, voilà. Les difficultés, on se rend compte parfois qu'on n'embarque peut-être pas tout le monde à même hauteur dans l'agilité au sens
nos directions métiers. Effectivement, je pensais qu'on les avait peut-être embarqués plus dans l'agilité. Je me suis rendu compte que c'était pas totalement le cas, qu'on avait pu créer de l'insatisfaction. Parfois, des principes de SAFe qui, à mon avis, sont pertinents, qu'on ne met pas en œuvre de manière optimale. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'enjeux d'innovation. Pour autant, le sprint IP est plutôt bien fait sur certains trains, plutôt mal fait sur d'autres. Les PI objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on fait, je pense, très bien sur le train Imago, je pense que sur d'autres trains, ils ne sont pas totalement faits et qu'on se prive de marge de manœuvre pour discuter avec nos métiers. Mais au total, je ne vois pas tellement les difficultés parce qu'en fait, si vous voyez ce qui s'est passé en 5 ans, moi j'en suis plutôt fier. Je pense qu'on a fait une profonde transformation et que la somme des difficultés, elle est très inférieure à la somme de la réussite que ça a entraîné. En fait, je pense que ça a profondément, alors je ne suis pas totalement objectif parce que je suis un peu dans la casserole, mais ça a profondément changé la DSI Pôle emploi, je pense, de mon point de vue. Une question de François. Est-ce que le côté hétérogène de différentes pétales du train est une difficulté pour la production de métriques de suivi du train? Pourcentage d'atteinte, la vélocité, la prédictibilité, par exemple? Alors déjà, sur ces indicateurs, on est quand même au tout début, même après 1 an. Une nouvelle fois, c'est un train plutôt de fonction support qui n'avait pas du tout de pratique agile. Donc, leur apporter le cadencement, la synchronisation, donc le fait de ne pas travailler en silo, un objectif commun, donc installer un ART Sync, c'est dans notre ART Sync que nous suivons l'avancement du feature. C'est déjà quelque chose d'un peu, je pense, enfin c'est beaucoup, mine de rien. C'est imaginer des équipes RH, des équipes financières, des équipes tableau de bord travailler ensemble. C'était pas courant quand même, hein, c'était pas hyper fréquent. Donc leur apporter déjà ça, c'est très important. Donc comment on suit l'avancement sur déjà du déclaratif, on fait un ART Sync, on réunit tous les responsables de table du PI Planning et c'est eux qui nous disent est-ce que les features ont avancé ou pas. Après, l'autre élément d'avancement pour les features principales, c'est la système démo. Donc, les systèmes démo sont planifiés dès le PI Planning. Donc, les équipes s'engagent à présenter quelque chose en système démo dès lors qu'elles ont dit qu'elles y participaient. On a un site, un SharePoint dans lequel, associé à chaque feature, on met de la documentation des produits et qui explique la feature. Enfin, si c'est documentaire, mais en général, c'est documentaire. Voilà, c'est nos... Et la prédictibilité, on va commencer à le faire, mais donc en matière de valeur, en mesurant si effectivement on peut s'engager sur une certaine quantité de valeur en ayant valorisé les objectifs de PI. Donc, mais ça, c'est nouveau et on en est au balbutiement sur ce sujet-là. Moi, mon enjeu, c'était déjà d'embarquer des équipes qui ne connaissaient strictement pas ces principes-là, parce que ce n'est pas des équipes de développeurs, hein, de les amener à cadencer, à livrer par programme incrément, à travailler ensemble, à gérer leur synchronisation. Et ça marche très bien. Après, oui, les sujets qu'on embarque, il y a de l'avancement qui est assez variable. Il y a des sujets qui marchent très, très bien et des sujets qui sont marginaux en termes de nombre. Mais j'ai 2-3 sujets sur lesquels quasiment je n'ai pas d'équipe, pour être très clair. Alors, une nouvelle question de Pascal. Elle voudrait savoir si les critères de valorisation sont communs aux différents business owners. Non, ils ne sont pas communs aux différents business owners. D'abord, les business owners, on les a rajoutés, on va dire, il y a environ 6 mois. Ben non, ils discutent beaucoup entre eux, donc ils essayent effectivement de caler leur position. Mais pour autant, c'est des êtres humains, donc est-ce qu'ils ont des critères totalement... c'est ma perception. Moi, je les laisse valoriser comme ils le souhaitent. Je sais qu'ils échangent beaucoup. Je ne sais pas totalement si ça harmonise quand même la valeur. Parce qu'on essayait aussi qu'ils soient un peu spécialisés par sujet. Donc, en faisant ça, je pense que c'est très intéressant parce que ça crée un lien avec les équipes. Mais à contrario, ça tend peut-être à différencier la perception de valeur. Bon, je dirais, tout est en voie de perfectionnement. Hein.
un an, c'est à la fois long, mais on a encore beaucoup à apprendre, très clairement, sur ce train de transformation. Alors, une question de Samuel, là, qui d'abord te remercie pour la présentation. Il souhaiterait, alors je crois que tu as un petit peu répondu tout à l'heure, il souhaitait savoir quelles métriques ont été mises Alors, en pas place. beaucoup, hein, pour tout dire. Donc, je ne sais même pas si on peut parler de métriques. Donc, on suit l'avancement des features dans un RTC et on met à jour notre outil RTC, puisqu'on utilise sur notre train de transformation, on utilise aussi RTC. RTC, c'est un concurrent de Jira, hein, pour être clair. Et puis, on va commencer à installer l'indicateur, je ne sais plus comment ça s'appelle en C, je crois que c'est PPM, enfin la Predictability Measure. On va commencer à l'installer, puis à voir d'ailleurs si c'est pertinent, hein, parce que autant je suis un promoteur de Safe, autant je ne dis pas que tout est génial. Hein. Voilà, donc ça, on va commencer à l'installer. Donc, on a peu d'indicateurs. Il faut imaginer qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je ne les connaissais pas, hein, des indicateurs pour suivre toutes ces équipes-là de manière homogène. Je pense qu'il n'y avait rien. Donc, voilà, donc on est encore un peu tôt parce que peut-être ce qui peut me gêner dans la question, c'est l'aspect un peu mécanique. Moi, avant tout, c'est une aventure humaine, c'est-à-dire emmener des profils aussi divers et variés dans un train safe, pour moi, c'est quelque chose de très fort, en fait. Pas parce que c'est casser les silos, c'est amener des structures transverses à travailler de manière alignée. Et donc, pour moi, les métriques, pour l'instant, c'est un peu secondaire encore. Merci. Arnaud souhaiterait savoir qui a validé le budget pour les formations SAFE de 50 personnes, qu'on imagine au prix de la formation que ça a dû piquer un peu. Alors, on va dire autrement parce que on a des obligations de notre convention. On a une convention collective qui est propre à Pôle emploi et dans laquelle, de toute façon, il y a 5 jours de formation minimum par personne. Donc, Pôle emploi investit énormément dans la formation. Les formations SAFE, en fait, il faut savoir qu'elles sont d'autant moins coûteuses que vous êtes nombreux dedans. Donc, la formation Leading SAFE, qui sont celles qu'on a montées au tout départ, on avait 25 personnes dans chaque session et je crois qu'on aurait pu, si on avait voulu jouer la dimension financière, monter à bien plus, parce que je crois qu'on peut mettre 40 ou 50 personnes dans ces sessions-là. Sincèrement, le budget de ces 2 sessions par rapport au budget de formation de la DC Pôle emploi, il est complètement marginal. Je ne dis pas que dans d'autres entreprises, ça ne serait pas le sujet. Hein. Je sais très bien que la question de financer les formations peut être un vrai sujet dans les entreprises, mais très clairement là-dessus, Pôle emploi est une entreprise qui a investi énormément en fait, dans la formation de ses agents. Et alors, qui a validé de toute façon, la cellule formation gère un budget de formation. Et ça n'a strictement pas été un problème, cette formation-là. Alors, une question de Marie-Amandine Colavini qui voudrait savoir si tu as réussi à utiliser le concept de business value et si oui, comment l'as-tu expliqué? Oui, donc on met de la business value sur les objectifs de PI. Donc, on ne fait pas de WGF, hein, je précise. Mais par contre, on demande aux business owners en PI planning, voire un petit peu avant, si les équipes ont déjà formalisé les objectifs de PI avant, on leur demande de mettre une valeur entre 1 et 10. Donc oui, on fait la business value comme ça, donc un petit peu au doigt mouillé du business owner, avec la question qu'on m'a posée tout à l'heure de savoir est-ce qu'il se coordonne pour l'étalonner un petit peu cette valeur. Mais voilà, donc c'est vraiment cette partie-là. Par contre, on fait pas le WJF. Je dis pas qu'on le fera pas parce qu'on a fait des expérimentations, mais c'est peut-être un peu trop, une nouvelle fois un petit peu trop structuré pour cette nature de train. Ça, pour des trains logiciels, je pense que c'est pas mal. Pour cette nature de train, enfin, il faut qu'on monte en maturité avant d'installer ça. Et je voulais dire bonjour Marie-Amandine, puisqu'on se connaît un petit peu. Une question de Madeleine concernant le métier. Donc, tu as parlé tout à l'heure des métiers. Elle voudrait savoir si c'est un objectif d'inclure les métiers dans la pratique agile. Les métiers, de toute façon, sont embarqués déjà dans les trains, en fait. Hein. Donc, ils sont business owners dans les trains. Des gens des métiers viennent en PI planning. Je pense d'ailleurs qu'ils participent sur les trains qui font des systèmes démo au système démo. Voilà, mais peut-être un tout petit peu de manière périphérique, dans la mesure où nos product owners sont DSI. Donc, on peut débattre de la pertinence de ça, mais en tout cas, nos product owners aujourd'hui sont DSI. Et nos product managers, pour l'essentiel, sont
sont aussi DSI, et qu'on a eu des on a eu des product managers qui étaient métiers. Juste peut-être un petit bémol, c'est qu'on a des product owners, pour certains ce sont des vacataires, ce sont donc des gens de direction régionale Pôle emploi, donc des utilisateurs qui viennent faire des vacations à la DSI Pôle emploi, donc qui ont quand même, pour certains en tout cas, donc une très très bonne connaissance du métier. Je ne voudrais pas me perdre dans ma question, dans la réponse, oui. Donc voilà comment on embarque déjà les métiers sur les trains SAFE. Après, il y a même des sujets qui ne sont pas en SAFE dans lesquels le métier est encore plus embarqué. Et puis nos métiers ont été formés par la MOA à un cadre qui n'est pas safe, mais peu importe, à un cadre d'agilité qui s'appelle Agile PM. Et donc, ils ont aussi cette connaissance de ce cadre méthodologique. Voilà, mais pour faire simple dans la question, ils sont surtout amenés à être présents et à contribuer très fortement au PI planning et puis à des cérémonies de safe qui sont, je pense, principalement la système mémo. Alors moi j'ai une question. Donc tu es un acteur et un observateur averti de Safe et un des principaux promoteurs. Par rapport aux études que tu as faites, notamment au travers de ton club et puis des rencontres que tu as eues, quel est aujourd'hui, parce qu'il y a il y a beaucoup d'avis sur Safe, il y a les pour et les contre, voilà, chaque avis est respectable. Mais quelle est toi et ta vision aujourd'hui du déploiement de Safe et de ce que peut apporter Safe aujourd'hui dans les organisations? Alors moi, je m'en cache pas, je suis un convaincu de safe. Après, c'est peut-être pas la réponse à tous les problèmes. Hein. J'ai jamais cherché à dire ça. Par contre, j'ai jamais non plus compris le dénigrement acharné sur ce cadre. Pour moi, il me semble déjà totalement adapté à des sociétés qui ne sont pas des startups, qui ont une antériorité de 50 ou 60 ans de cycle en V. Faut imaginer que ces sociétés vont pas totalement se déstructurer en équipes totalement autonomes, chacune dans leur direction, sans aucun alignement, comme ça. Ça, c'est mal connaître en fait le fonctionnement des grandes entreprises et des grands organismes. Donc, dans ces grandes entreprises et grands organismes, déjà, il faut un cadre qui ne soit pas trop traumatisant, qui ne donne pas totalement l'impression aux dirigeants de perdre les manettes, qui permettent en fait de faire un alignement entre une stratégie qui existe toujours et puis une certaine autonomie des équipes. Donc pour moi, SAFE, c'est un très bon compromis là-dessus, et je pense que ça explique le fait que quand on a commencé en 2015, il y avait 3 ou 4 entreprises qu'on faisait en France, nous compris, et qu'aujourd'hui, il y en a au moins une soixantaine ou 70, et évidemment, pas spécialement des petites. L'autre point de vue, c'est que la question de l'alignement, de la synchronisation des équipes, ça ne concerne pas que les grosses entreprises. Et moi, ce que je vois de plus en plus, alors évidemment, c'est pas un grand nombre, mais c'est 3, 4, 5, je vois de plus en plus des grosses startups, je dirais, donc des entreprises qui approchent des 100 à 200 personnes, et qui se posent des questions parce que, quelque part, il n'y a pas du tout d'alignement sur la stratégie. Dès qu'elle commence à grossir, il y a beaucoup d'équipes. Les product owners sont très autonomes et parfois un peu trop autonomes. Et finalement, la stratégie d'entreprise n'arrive plus à se mettre en place. Et donc, elle regarde Safe parce qu'elle voit que dans Safe, il y a la question de l'alignement, qu'on oublie beaucoup, mais qui est quand même très important, la question de la synchronisation des équipes. Et voilà, donc le mythe de l'équipe indépendante, j'espère l'avoir démontré avec le train que je mène, c'est un mythe intéressant, mais c'est un mythe aussi qui a ses limites. Si vous avez que des équipes indépendantes, vous n'avez pas forcément un alignement sur la stratégie d'entreprise. Là, c'est le lean startup, mais à tous les niveaux. Et ça, c'est pas possible dans toutes les entreprises. Donc voilà, donc moi, je pense que SAFE, c'est un bon compromis entre une stratégie d'entreprise qui, jusqu'à présent, je pense, a encore sa raison d'être, et puis une autonomie des individus, des équipes. C'est pour ça que je crois à SAFE. En fait. Moi, voilà. Je n'ai pas d'ambiguïté sur ma croyance, je la revendique. Alors, tu as écrit pas mal d'articles sur LinkedIn. D'ailleurs, je vous invite tous à aller les lire. Ils sont très, très intéressants. Sur notamment comment démarrer un train ou comment démarrer en safe. Quels seraient, toi, tes conseils aujourd'hui et surtout les erreurs à éviter
lorsqu'on veut se lancer dans cette Ah, démarche? alors là, il va falloir que j'improvise un peu. Donc, moi, mes conseils, hein. La première chose, je dirais, alors, peut-être pas la première, mais les choses en parallèle, déjà, je pense qu'il y a la formation. Il faut se former, il faut se former, il faut former des internes. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs agiles à Agile en scène, mais je pense que la maîtrise quand même par les internes, c'est un très très bon sujet. Un peu comme le bébé se transforme pour devenir adulte, je pense que l'entreprise doit se transformer avec ses ressources. Ça n'exclut pas du tout les coachs agiles, mais je pense qu'il y a une importance très grande à ce que les internes maîtrisent leur transformation et ne soient pas désappropriés de cette transformation. La deuxième chose, c'est la communication. Donc pour moi, la communication, c'est pas pour rien que je viens à tous ces événements. La communication, c'est une arme de guerre. Donc je vois pas mal d'entreprises qui ne communiquent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils informent. C'est-à-dire qu'ils attendent que la transformation se fasse et ils font de l'information après. Alors ça, c'est une grave erreur de mon point de vue. Alors, je sais très bien pourquoi ils le font. C'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Ça serait mon troisième conseil d'ailleurs. N'ayez pas peur d'échouer. Acceptez la potentialité de l'échec et c'est ça qui vous fera réussir. Donc le niveau intermédiaire, le niveau 2, pour moi, c'est communiquer. L'étape 2, c'est communiquer. Il faut vraiment dire par avance, je veux faire du self, voilà, j'y crois, je vais lancer ça, et ne pas douter que ça va pas fonctionner. Peut-être autre élément qui me venait en tête, et puis là, ça s'est échappé. Oui, c'est brûler ses vaisseaux comme faisait Cortés, hein, peut-être mauvaise image parce que c'était quand même quelqu'un de pas très sympathique. Mais Cortés, pour envahir l'Amérique, il avait fait brûler les vaisseaux avec lesquels il était arrivé avec ses troupes en Amérique pour qu'il n'y ait pas de marche arrière. Donc, c'est savoir s'engager. Donc, pour moi, c'est annoncer, par exemple, pour le premier train, la date du premier PI planning dans 3 mois, mais la dire précisément. Aujourd'hui, par exemple, vous lancez un train, vous dites, vous affirmez, ça sera peut-être le 1er et 2 février. Vous ne mettez pas quelque chose d'imprécis. Vous vous obligez à vous engager parce que tout le reste en découlera. De votre engagement fera que vous mènerez les formations qui vont bien, identifierez les profils qui vont faire RTE, Product Owner, Product Manager, les équipes, vous identifierez le contenu. Donc, vous devez vous engager. Pour moi, c'est très important, vous devez vous lancer. Donc, vous voyez, il s'est passé chez nous très, très peu de temps entre la formation Leading Safe qui s'est passée en juin et septembre 2015 et le premier PI Planning. On a mis très peu de temps à s'engager. Et pourtant, on n'avait quasiment aucune preuve que Safe pouvait fonctionner dans un organisme français. On avait une connaissance assez approximative de Safe. Mais par contre, on n'avait pas peur. Voilà, donc je dirais, n'ayez pas peur, faites confiance à vos croyances, quelque part, ou en tout cas à vos souhaits.